avec l'animation d'une table ronde, avec la présence de Raphaël Liogier, qui est sociologue et professeur à Sciences Po à Aix-en-Provence, directeur de l'Observatoire du religieux. Il sera accompagné de Bernard Godard, ancien fonctionnaire chargé de mission du bureau des cultes au ministère de l'Intérieur. Et enfin, Asdine Gassi, recteur de la mosquée de Villeurbanne et membre du bureau de l'IOIF. Merci de les accueillir chaleureusement. Alors messieurs, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Au nom de l'Union des organisations islamiques de France, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour aborder aujourd'hui un sujet délicat, mais un sujet d'actualité, qui est le djihadisme, le terrorisme, radicalisme. Quelle analyse? Alors, depuis plusieurs années, et notamment ces derniers mois, on entend beaucoup parler de certains jeunes qui se radicalisent et qui franchissent les frontières de la France pour aller notamment... Et aussi certains qui, comme on l'a vu pendant les événements de janvier dernier, qui peuvent commettre des attentats en France. Alors, une question d'introduction, ce serait de connaître justement les raisons, les facteurs qui conduisent les jeunes musulmans de France à se radicaliser. Alors, nous avons la chance d'avoir trois profils différents. Un ancien membre du ministère de l'Intérieur, un recteur de la mosquée et un sociologue. Alors, on va commencer avec la parole à M. Azzedine Gassi. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, effectivement, c'est une question très très importante et sur laquelle on est revenu très souvent depuis quelques temps. Et c'est effectivement très bien d'avoir peut-être trois approches différentes, même si on est, on va dire peut-être les mêmes choses, mais différemment. Mais en ce qui me concerne, c'est vrai que depuis quelques temps, il y a des chercheurs, il y a des universitaires, il y a des experts de la sécurité qui ont essayé de dresser une typologie radicale et de parler justement des facteurs qui conduisent un certain nombre de jeunes à se radicaliser. Quand je parle des jeunes, c'est des jeunes en général et des adolescents aussi, parce qu'on est en train de parler des enfants qui ont 13, 14, 15 ou 16 ans et qui, du jour au lendemain, on les voit à la télé avec l'organisation terroriste Daesh en Syrie. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe depuis quelques années, on voit qu'on est passé par plusieurs étapes. Dans un premier temps, ces experts, ces universitaires mettaient en avant essentiellement deux facteurs qui, d'après eux, conduisent à la radicalisation des jeunes. Et les deux facteurs, c'est la pauvreté, la marginalité et l'aliénation. L'aliénation, c'est le fait de penser par les autres et de ne pas penser par soi-même. C'est qu'on est sous l'emprise de leadership, etc. Et avec le temps, on a remarqué que cette analyse, elle est complètement fausse, elle ne correspond pas du tout à la réalité, pour la simple raison que parmi ceux qui s'engagent ou qui se radicalisent, il y a des personnes, il y a des étudiants qui ont fait des études très très poussées, et même que ces personnes qui ont fait des études très poussées disposent de ressources intellectuelles et parfois même émotionnelles qui leur permettent d'être des cadres dans ces organisations radicales et d'être des leaderships. Donc cette analyse a été abandonnée. Ensuite, on est passé à autre chose. Depuis quelques temps, on met en avant le fait que, quelques facteurs comme le port du voile, le port de la barbe, le fait de ne pas serrer par exemple la main à une femme pour un musulman, on a même parlé parfois le fait de revendiquer des plats de substitution dans des cantines scolaires comme étant des facteurs qui montreraient que peut-être les personnes sont en train de se radicaliser. Et parfois même les institutions se sont prêtées à ce jeu-là. Quand vous savez ce qui s'est passé depuis quelque temps, ce que l'Académie de Vienne a envoyé à tous les enseignants cette directive dans laquelle ils leur disent de faire attention aux facteurs qui poussent à la radicalisation, et parmi lesquels il y avait justement les tenues vestimentaires, etc. Ensuite, on est passé, troisième étape, à une troisième chose, et ça, je suis d'accord avec ce qui se dit dans ce sens, en tant que recteur, en tant que responsable musulman. Il y a des facteurs, effectivement,
conduisent et qui sont à l'origine de la radicalisation. La famille, par exemple, quand la famille, on a des radicaux, c'est que forcément, on est touché par la radicalisation. Il y a aussi les voyages. Quand une personne voyage beaucoup dans ces pays-là, forcément, il va se construire une certaine idée de ce qui se passe dans le monde. Il y a les facteurs géopolitiques. Ce qui se passe en Palestine, qu'on le veuille ou non, ça a des répercussions. Ce qui se passe en Afghanistan, en Irak, forcément, et avec tout ce qu'on voit dans les télés, ça a forcément des répercussions sur la façon dont pensent les jeunes. Il y a aussi le discours qui consiste à dire que l'Occident est au centre de tout ce que, de tous les mots MAUX que vit la communauté arabe et musulmane. Il y a les prisons, on en a beaucoup parlé, mais il y a beaucoup aussi, et tout le monde le dit aujourd'hui, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Mais fondamentalement, ce que je dis, deux choses très rapidement, c'est que véritablement, on peut être salafiste, on peut être tablir, on peut être, et pas du tout radical. Et ça, on l'a montré. Et on peut être radical aussi sans appartenir à aucun de ces mouvements. Ça, c'est une vérité qu'il faut absolument le dire. Et la dernière chose, c'est qu'il y a d'autres, et c'est ça qui m'intéresse plus particulièrement, il y a les raisons qui pour moi sont essentielles et qui conduisent peut-être ces jeunes à se radicaliser. Il y a une certaine tendance vers la radicalité et vers le désordre d'un certain nombre de jeunes, notamment musulmans. Il n'y a pas que les musulmans, mais parmi lesquels il y a des musulmans. Mais derrière ce désordre, il y a des injustices. Et il faut en parler à un moment donné. Comment expliquer le fait? Moi, je suis enseignant, chercheur dans une école d'ingénieurs, et curieusement, tous parmi nos étudiants qui ne trouvent pas, au début de l'année, qui ne trouvent pas une chambre dans la cité universitaire, c'est forcément ceux qui s'appellent Rachid, Ahmed, Mohamed, etc. Et vers la fin des études, quand ils cherchent un PFE, un projet de fin d'études, on arrive à caser pratiquement tout le monde dans des grandes sociétés françaises et parfois à l'étranger, aux États-Unis, en Allemagne et en Angleterre. Et ceux qu'on n'arrive pas malheureusement à caser, ceux qui s'appellent Rachid, Ahmed et Mohamed. Comment expliquer que des majeurs de promo, et ça c'est quelque chose que j'ai vécu, des majeurs de promotion sont toujours au chômage. 3 années après avoir eu leur diplôme, alors que leurs camarades, qui sont beaucoup moins brillants qu'eux, ont trouvé un emploi tout de suite. Comment expliquer le fait que l'on n'accède pas au même poste de responsabilité selon la consonance de son nom ou la couleur de sa peau? Comment expliquer le fait que jusqu'aujourd'hui, on continue à parquer les musulmans, les étrangers, les arabes dans des ghettos sociaux où s'accumulent les problèmes de marginalité, d'insécurité? Ensuite, on nous dit que, voilà, moi après les attentats de Charlie Hebdo, j'ai même appris, enfin, c'est ce que j'ai entendu à la télé en tout cas, qu'à Paris, il y avait des bars qui étaient, des immeubles qui étaient réservés pour les Algériens, ensuite pour les Marocains et pour les Africains, etc. Donc on est en train de créer des ghettos sociaux et pour moi, c'est une aussi des causes. Je ne suis pas en train de... ce que je dis, c'est que derrière cette radicalisation, il y a des causes profondes qu'il faut étudier profondément, minutieusement, et il faut voir les réalités en face. Et une fois que l'on a touché toutes ces réalités, on pourra éventuellement trouver des réponses à tout ce qu'on est en train de vivre actuellement. Donc, comme nous le disions, nous avons une table ronde avec des profils différents, de très très bons profils. Et nous avons aussi cette chance d'avoir Raphaël Lioger, qui est sociologue et professeur. Vous, d'un point de vue sociologique, comment vous pouvez expliquer justement les causes qui poussent à la radicalisation de certains jeunes? Moi, je dirais qu'il faut peut-être réfléchir à une certaine évolution à la fois sociale et une évolution des appartenances religieuses depuis le début des années 2000. Parce que nous, à l'Observatoire du religion, on a observé en gros un certain nombre de phénomènes, et particulièrement relativement à l'islam, un phénomène qui n'est pas ce à quoi on pourrait s'attendre. Je vais m'expliquer ensuite. On dit un phénomène de décrochage, on pourrait dire, entre le fondamentalisme et l'islamisme. Le fondamentalisme, c'est quelque chose qui est bien connu, c'est-à-dire dans toutes les religions, il y a des gens qui estiment vouloir revenir au fondement. On pourrait même dire que c'est synonyme de radicalisme, c'est revenir à la racine, le radicalisme. Au départ, c'est même
aujourd'hui c'est employé de façon péjorative, mais c'est revenir à la racine, parce qu'on peut être soit littéraliste, soit revenir à une racine qui soit l'esprit de cette racine, mais c'est l'idée de revenir au fondement. Il y a ce qu'on appelle ensuite le néo-fondamentalisme. Le néo-fondamentalisme, c'est lorsque le fait de revenir à ce fondement passe par la focalisation sur l'Occident comme étant négatif, la modernité comme étant négatif, la société de consommation comme étant négatif, etc. C'est le néo-fondamentalisme. Et ce néo-fondamentalisme, dans l'histoire de l'islam, il est intimement lié à ce qu'on appelait l'islamisme, c'est-à-dire l'islam politique, c'est-à-dire l'idée de transformer l'ensemble de la société, et donc une idéologie transformatrice, voire réformatrice, voire révolutionnaire. Et donc c'est ça. Et donc très politisé. Dans un certain nombre de religions, le fondamentalisme est distinct de la version politisée. Mais il se trouve que dans l'histoire de l'islam, pour des raisons qui ne m'appartiennent pas de développer ici, que j'ai développé dans mes livres, donc je ne vais pas... il se trouve que c'est lié, le fondamentalisme et l'islamisme. Mais depuis le début des années 2000, nous, ce que nous observons, c'est un phénomène étrange au premier abord, mais finalement anormalement normal, parce que ça correspond à ce qu'on trouve dans le reste de la société, c'est-à-dire des gens, des jeunes, qui vont être, on pourrait dire, des néo-fondamentalistes, c'est-à-dire des fondamentalistes qui ne focalisent plus sur l'Occident, la modernité, etc., et qui ne focalisent plus non plus sur la transformation politique et sociale, et qui en fait n'appartiennent pas, contrairement à ce qu'on croit, en grande partie à des organisations qui seraient des organisations idéologiquement et logistiquement structurées, mais qui sont dans une sorte de nouveau fondamentalisme, c'est-à-dire qu'ils veulent revenir au fondement. Ils peuvent avoir des attitudes extrêmes au sens esthétique, au sens de la manière de s'habiller, au sens de leur interprétation de ce qu'on appelle le halal dans l'islam, toute une série de choses. Mais quand on les interroge, ce que nous avons pris la peine de faire, au lieu de croire à la doxa publique, médiatique, publicitaire sur l'islam, on se rend compte que c'est ce que j'appelle moi une sorte de néo-fondamentalisme quasi New Age, quasi développement personnel. C'est-à-dire un certain nombre de gens qui vont vouloir être musulmans, entièrement musulmans, fondamentalement musulmans, et donc qui pour cela vont s'habiller d'une certaine manière, et parfois pour ceux qui sont à l'extérieur ça va avoir l'air d'être choquant parce que tout ce qui est trop différent, fondamentalement différent est choquant, mais en réalité, manger halal de façon extrêmement stricte, pratiquer le ramadan de façon stricte, parfois plus longuement dans l'année, avoir toutes les activités possibles et imaginables qui seraient conformes à une image qu'ils ont de ce qu'est le fondement de l'islam, mais en réalité, complètement décrochés d'un projet de transformation politique et sociale, mais a fortiori de transformation violente. Qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, il soit allé dans cette voie? Je veux dresser la géographie de la chose et après je veux bien répondre à ça. Donc c'est sur les nouvelles générations en fait. C'est pas du jour au lendemain que ça s'est produit. Ça s'est produit progressivement et progressivement la blessure narcissique qui était à l'origine de l'islamisme dès le XVIIIe siècle, s'est progressivement refermée pour une raison de mémoire aussi. C'est-à-dire que les musulmans des nouvelles générations qui sont nés ici, qui sont français, qui sont entièrement français, ils ont de moins en moins cette mémoire de ce qui avait produit l'islamisme, cette espèce de politisation du rapport à une sorte de l'islam, religion des damnés de la terre, du tiers-monde, etc., qui avait produit l'islamisme, qui avait participé à tout ça, qu'on trouve chez Saïd Qutb ou qu'on trouve chez d'autres. Mais bon, donc on a cette espèce de nouvelle manière, cette nouvelle manière de se comporter, mais qui est pas du tout le djihad, pas du tout le djihadisme au sens violent du terme. C'est pas du tout ça. Or le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui pensent qu'il y a une solution, et au gouvernement, une solution de continuité, et c'est ça ce qu'on appelle radicalisation, c'est pour ça que je m'insurge contre cette expression, comme s'il y avait une continuité entre le fondamentalisme, c'est-à-dire cette espèce de revival des jeunes, qui se traduit par des formes esthétiques extrêmes, parfois des comportements qui sont extrêmes, mais qui n'ont rien à voir avec de la violence antisociale. Alors, ça c'est d'un côté ce qui se passe. Mais ça se traduit par le fait que ces gens se mettent à vouloir avoir accès à l'arabe classique, avec un désir de se reconstruire, de régulation, enfin toute une série de choses qui sont très intéressantes à étudier sociologiquement. Et à côté de ça, on a vu apparaître un autre phénomène chez des individus qui ne sont pas musulmans pratiquants du tout,
qui n'ont pas comment dire, qui n'ont même pas l'intention de se mettre à l'arabe classique, de se réguler, qui n'ont pas cette intention-là, mais qui vont devenir, moi, ce que j'appelle des hooligans de l'islam ou des ninjas de l'islam. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces phénomènes qui existaient dans les années 70, début des années 80, il y avait des groupes qui étaient dans une sorte de frustration extrême, que ce soit une frustration économique ou une frustration symbolique, hein, et qui voulaient, qui dans un désir de revanche sociale, donc qui étaient dans une radicalité, mais une radicalité antisociale. Et donc il fallait prendre des signes de ce qui est par excellence antisocial. On avait des punks, quand ils voulaient être plus d'extrême gauche, et ils avaient des signes esthétiques, ils se teignaient les cheveux en rouge, bleu, vert. Aujourd'hui, vous vous teignez les cheveux en rouge, bleu, vert, et vous êtes même professeur d'université comme moi, on va dire « Ah, c'est un original de gauche, sociologue, il se teint les cheveux en rouge, etc. » Ça ne va pas faire peur, ça ne va pas avoir l'air d'être antisocial. Ou alors, il y avait aussi les skinheads qui se rasaient les cheveux, qui s'habillaient avec des blousons, etc. pour faire peur, pour faire les casseurs, pour dire « On n'est pas d'accord avec le système, etc. » Dans les années 2000, l'image de l'islam s'est tellement détériorée dans le grand public, en raison, moi, de ce que j'ai appelé le mythe de l'islamisation et toutes ces formes, toute cette espèce de mise en scène de la décadence européenne dont l'islam serait la cause, etc., que, en définitive, l'islam est devenu un symbole antisocial qui a été revêtu par un certain nombre de gens qui veulent casser la société. Et on a un groupe, pour vous donner des choses précises, par exemple Forzane Alitza, hein, que M. Godard connaît peut-être parce que ça avait été interdit par le ministère de l'Intérieur, s'était saisi de ce cas qui avait été créé en 2010 et qui a été interdit en 2012. Qui sont ces gens? Ce sont des gens qui s'habillent en noir, qui mettent des signes d'islamité extérieure, bandeau écrit en arabe, enfin un peu comme s'ils étaient des ninjas, hein, et qui se veulent des sortes de guerriers antisociaux. Ils vont même jusqu'à se filmer sur YouTube, là la violence elle reste virtuelle, à mettre un code pénal, donc symbole de la République française, donc symbole en même temps d'une sorte d'oppression du système, et ils le font brûler, ils se filment en faisant ça. Ou ils se filment en cassant des voitures, en faisant un certain nombre de choses, et tout ça avec des signes d'islamité. Et donc on a ces deux phénomènes qui sont parallèles. D'un côté, on a cette espèce de néo-fondamentalisme qui peut effrayer et qui peut conduire à ce qu'on appelle, de façon un peu péjorative, sans souvent l'analyser, communautarisme, c'est-à-dire des gens qui veulent effectivement se détacher de la société globale parce que ça serait impur ou tout ce que vous voulez, et qui sont aussi radicaux où il y a vraiment radicalisation parce qu'ils veulent revenir à la racine, mais qui en réalité sont parfaitement non violents, qui peuvent poser des problèmes, je ne nie pas, mais qui ne posent pas le problème de ce qu'est le djihad. Et à côté de ça, on a des gens qui vont sauter directement dans le djihad sans passer ni par la case islamisme, mais même pas par la case islam. Mais une fois qu'ils sont dans le djihad, ils vont se jouer comme fondamentalistes, en s'habillant comme un fondamentaliste, en vivant comme un fondamentaliste, parce que ça va faire partie de l'entraînement au djihad. C'est-à-dire que c'est a posteriori qu'ils vont jouer un rapport à l'islam, mais a posteriori. Et ils vont se mettre à partir en Syrie, à faire toute une série de choses. Moi, ce qui m'embête aujourd'hui, au gouvernement et dans ce qu'on est en train de... Certains sont en train de mettre en place, et j'essaye de me battre pour mettre en place autre chose, justement, pour répondre à cette situation. Ce qui m'embête, c'est qu'on va traiter le djihadisme comme une continuité. C'est pour ça que quand on me dit, c'est radicalisation, c'est du communautarisme, je dis non, faux. Le problème du djihad aujourd'hui, du djihad version hyper moderne, actuelle, ce n'est pas de la radicalisation. Ça l'était dans les années 80-90, c'est-à-dire que Al-Qaïda, première mouture, c'était des gens qui avaient une cohérence idéologique extrême, hein, qui fonctionnaient par des processus de radicalisation, jusqu'à quelqu'un là, en prison, qui était radicalisé, dans le sens où il s'est mis à l'arabe, où il a fait tout ce chemin, et au bout de ce chemin, il a été poussé vers l'idée d'un passage à l'acte violent. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, il y a saut direct dans le djihad à partir de gens qui sont parfaitement analphabètes en matière d'islam, et c'est pas pour dire l'islam c'est bien, c'est pas bien, c'est mieux que je dis ça, c'est pas pour être angélique, c'est que c'est le processus, hein, mais on va dire, alors on va dire c'est la radicalisation, je dis non, parce qu'il n'y a pas le processus, donc moi je dis ce n'est pas de l'endoctrinement, c'est de l'embrigadement, ce qui n'est pas exactement pareil, et c'est pas du communautarisme non plus, parce que ce sont des individus qui sont asociaux, et qui rencontrent d'autres gens, qui n'appartiennent même pas forcément ni à leur famille, ni à leur quartier, ni à la communauté des pratiquants, mais qui vont se rencontrer entre eux après être passés par Internet, et qui vont rencontrer
ensuite, l'ancienne génération des djihadistes, qui eux sont extrêmement idéologiques, mais qui vont les embrigader sans avoir à les endoctriner. Et là, je reviendrai à ce que vous disiez, parce que là, il y a un problème qui devient un problème social, parce qu'on va dire, ah, ces gens-là sont d'origine musulmane. Mais sauf que quand on observe le profil, on se rend compte que aucun d'entre eux n'était dans un milieu vraiment pratiquant. Et qu'eux-mêmes ne pratiquaient pas au moment où ils ont glissé directement dans une logique djihadiste. Par contre, ils ont des points communs. Difficulté d'individuation, c'est-à-dire à exister de façon virile dans le monde, parce que problèmes économiques et sociaux. Comment ? Parce que problèmes économiques, sociaux et voire des problèmes de fragilité psychologique qui sont interreliés, absence soit symbolique, soit vraiment réelle même de famille et du père. Donc reconstruction d'une identité, l'idée du guerrier, l'idée de la virilité, ils n'arrivent pas à trouver, suite d'échecs, problèmes narcissiques, volonté, on le voit avec Koulibaly, etc. Et à un moment donné, c'est extrêmement facile, c'est-à-dire que n'importe quel jeune, c'est-à-dire moi, me souvenant de ce que j'ai été, mais je vous le dis réellement, de ce que j'ai été en tant qu'adolescent, et comment j'ai mis longtemps à me sortir justement dans la post-adolescence, à trouver ma place, n'importe qui, que ce soit islam ou n'importe quoi d'autre, à un moment donné, un individu vient me voir et me dit « Tous les échecs que tu as subis, toutes les discriminations que tu as l'air de subir, en réalité sont des épreuves qui font que c'est le signe que tu es plus que les autres, c'est-à-dire que ce qui est négatif est en réalité positif au-delà des autres, eh bien, je vais vous dire, n'importe qui marche. C'est-à-dire que c'est même pas la peine d'aller plus loin, c'est pas la peine, vous balancez n'importe quelle idéologie, il suffit des slogans et ça fonctionne. Donc c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Et je finis par une chose, c'est que, en plus, en allant chercher uniquement dans ce processus qui n'existe pas, du passage à l'acte à partir de ce nouveau revival qui peut inquiéter pour des raisons esthétiques, on risque non seulement de rater le djihadiste de demain, et dans sa façon de formuler ses actes et de sa manière d'agir, mais on risque de rater le contre-djihadiste qui fait système avec lui, c'est-à-dire que si à un moment donné, c'est moins fréquent pour des raisons sociales, mais on a un individu qui se représente comme étant un blond aux yeux bleus, descendant direct de Clovis, une sorte de celte gaulois ou je ne sais quoi, et qui en même temps est au chômage, se trouve dans des cités, et qui autour de lui voit qu'il a l'impression qu'il y a trop d'arabes, trop de musulmans, trop de je ne sais quoi, eh bien on peut avoir un Anders Breivik à la française qui fait le contre-djihad et qui fait système. On ne se rend pas compte, je crois, aujourd'hui que l'antisémitisme réactif, il réagit en système à l'islamophobie. Le contre-djihadiste, il réagit en système aux djihadistes. Et si on l'analyse en focalisant sur l'islam, non seulement c'est injuste, mais surtout, je veux dire, c'est inefficace même du point de vue sécuritaire, parce que je ne suis pas contre, moi, la sécurité. Voilà. Merci, monsieur Lioger. Alors, selon vous, ce ne sont pas des jeunes radicaux, ce sont des jeunes embrigadés qui sont victimes de manipulation. Donc, si on peut comprendre, selon vous, que la radicalité est liée plutôt à des causes. Il y a des causes qui nous poussent à devenir radical. Or, aujourd'hui, ces causes n'existent pas. Est-ce qu'on peut parler d'effets de mode, par exemple, le fait de voir des vidéos par exemple, de jeunes qui sont allés rejoindre l'État islamique, est-ce que ça donne envie le fait de recevoir les caméras figées sur nous, est-ce qu'on peut parler justement d'effets de mode pour ces jeunes en quelques mots, rapidement, avant de donner la parole à M. Godard. Alors, je vais vous dire, déjà, c'est pour ça que... Alors, je sais que le mot radicalisation est devenu tellement à la mode que quand c'est devenu trop à la mode, on ne peut pas s'en sortir. Donc, j'ai décidé d'adjoindre à radicalisation antisociale pour détacher cette radicalisation d'une doctrine, d'une idéologie, quelle qu'elle soit, pour dire c'est une radicalisation antisociale et qui ensuite peut se revêtir de toute une série d'idéologies. Sauf que là, aujourd'hui, comme le symbole antisocial, c'est l'islam, c'est peut-être de ça dont il faudrait sortir, crac, c'est ça qui paye. Et c'est ça qui est à la mode. Alors, c'est vrai qu'on doit tenir compte aujourd'hui des supports, des constructions identitaires. Et ces supports, c'est Internet. Et Internet, c'est Facebook, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les gens se racontent, ils se racontent leur vie, ils se filment, et en se filmant, l'humain est un animal qui se raconte, qui a besoin, aujourd'hui, on se raconte, on est habillé d'une certaine manière, etc. Ça fait partie de notre narration. Des gens qui ont des difficultés narratives, aujourd'hui, sur Facebook, ils racontent quelque chose de positif pour eux, d'héroïque, de fort, et à travers Facebook, ils vont effectivement se filmer dans cette espèce d'aventure qui pour elles est noble, guerrier, et tout ce que vous voulez. Eh bien,
je dirais, si on voulait s'attaquer au fond du phénomène, aux causes du phénomène, il faudrait le prendre par deux bouts. Un, ce que j'appelle le marché global de la terreur qui joue aujourd'hui d'Internet, très clairement, avec des gens qui vont désirer ça parce qu'ils sont dans cette situation de frustration. Et puis le deuxième bout, c'est s'attaquer aux causes elles-mêmes de cette frustration, qui sont économiques à un certain niveau, mais pas seulement économiques, qui relèvent aussi de l'incapacité à se raconter dans une société qui est quand même objectivement discriminatoire. Merci, Monsieur Leger. Alors, je vois que le temps défile. On n'a pas encore accordé la parole à Monsieur Godard. En quelques minutes, on a vu d'un point de vue culturel, d'un point de vue sociologue, un peu aussi politique abordé. Mais vous, Monsieur Godard, ancien fonctionnaire chargé de mission au bureau des cultes au ministère de l'Intérieur, vous d'un point de vue politique, quelle cause vous pouvez apporter à ce qui vient d'être dit? Et pourquoi pas, vu que le temps passe vite, voir les propositions, les solutions qui sont apportées justement pour contrer ces phénomènes d'embrigadement, de radicalité qui mènent au terrorisme. Alors je rappelle que vous êtes auteur du livre « La question musulmane en France ». Allez-y, Monsieur Godard. Merci. Alors, évidemment, on l'a dit, c'est le problème. Je vais re-rentrer. Je merci pour ce brillant exposé de Raphaël Lioger sur justement la perspective en surplomb qui a été donnée de l'ensemble du problème. Je vais revenir un petit peu plus concrètement, si vous voulez, à cette question. C'est que c'est multidimensionnel. Une fois qu'on l'a dit, on a tout dit, on n'a rien dit. Ça veut dire quoi que c'est multidimensionnel? C'est essentiel. Parce que, et je reviens à ce que disait Azzedine tout à l'heure par rapport aux signaux, par rapport à ces preuves sur lesquelles on se trompe à chaque fois pour dire « Ah, c'est la preuve de la radicalisation », c'est tout simplement que vous ne pouvez pas séparer les approches les unes des autres. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire, par exemple, bon ben, c'est la religion musulmane, bon voilà, et puis on va rentrer dans le détail, etc. Non, pas du tout, puisque c'est pas ça. Il y a donc, on va dire globalement, quatre aspects, quatre dimensions essentielles qui vont déterminer ensuite un certain nombre de politiques derrière. Et ces quatre aspects, c'est l'aspect religieux, il faut le dire, le recours. Alors je ne rentre pas dans les détails de la justification théologique ou pas, etc. Tout simplement, je dis simplement qu'il y a un registre religieux qui est utilisé et c'est un registre religieux qui puise effectivement dans une version littéraliste, on va dire salafiste pour faire court, mais c'est quelque chose de très particulier, c'est un monde clos. C'est un monde clos dans lequel rentrent les gens. C'est-à-dire les premiers temps de l'islam, on va voir ensuite comment Internet met en scène, et l'Apocalypse. Donc, entre ces deux espaces, finalement, l'individu, il est là en suspens. Donc, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Surtout quand on lui dit qu'en aval, c'est l'Apocalypse, c'est d'aller se faire tuer en Syrie. Alors, on sait pour un certain nombre de raisons. Mais c'est un des éléments, ce n'est pas l'élément essentiel. Là, l'élément sur lequel on se penche peut-être pas assez aujourd'hui, mais dont les psychiatres, les psychanalystes, les psychologues ont conscience, c'est les fragilités d'adolescence. Mais les fragilités d'adolescence, elles existent depuis la nuit des temps. Ce n'est pas nouveau. Mais effectivement, les fragilités d'adolescence, dans ce cas-là, elles prennent des contenus, elles prennent des dimensions qui sont très inquiétantes. Et ces fragilités, elles peuvent aller jusqu'à des pathologies. Hein. Ce n'est pas systématique. Et la prison, par exemple, est un endroit, on le sait, où ces pathologies, elles sont d'autant plus exploitées. Donc, on va avoir des individus qui vont avoir des pathologies. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire les djihadistes ont le même modèle. Mais non, pas du tout. Une jeune fille de 16 ans qui, tout d'un coup, a été embarquée puis qui se va ressortir, ça n'a rien à voir avec les frères Kouachi. On est en présence de gens complètement différents. Donc, on ne peut pas avoir une généralité par rapport au profil de ces différentes personnes. Ça, c'est la dimension. Ensuite, la deuxième dimension, c'est la dimension sociale de relégation. La troisième, pardon, de relégation. Et ça, c'est vrai que c'est important, cette notion de relégation. Je suis tout à fait d'accord. Mais attention. Attention, j'ai été, par exemple, je donne l'exemple, frappé par le propos tout à l'heure de Tarek Ramadan sur les causes musulmanes. Il dit, vous ne devez pas être uniquement branché sur les causes musulmanes, vous devez être branché dans votre conscience politique vers les causes du monde, les gens opprimés. Et ça, c'est essentiel. Mais si vous conditionnez des individus, des gens qui sont un peu fragiles, vous leur dire les musulmans, c'est eux qui sont opprimés dans le monde, c'est pas les autres. Et que vous leur prouvez, et c'est très facile,
Vous prenez les Ouïghours, les Rohingyas, la Palestine, effectivement, c'est vrai que vous avez l'illusion que ce sont des causes musulmanes, mais c'est essentialisé ces causes-là. Les Rohingyas sont opprimés parce qu'ils sont bengalis avant tout, pas parce qu'ils sont musulmans. Hein. Les Ouïghours parce qu'ils sont occupés par les Chinois qui veulent coloniser le Turkestan chinois. Bon, donc du coup, il faut, je ne vais pas dire désislamiser, mais il faut être très prudent par rapport à ces causes. Et moi, je vois, justement, j'en témoigne par rapport à l'effet dévastateur que ça fait par rapport à des gens qui n'ont pas forcément la culture, de voir qu'effectivement, si vous mettez en regard cette oppression des musulmans dans le monde, avec une oppression des musulmans en France, l'islamophobie, en disant, voyez, mais de toute façon, vous-même, dans votre État, vous êtes en train de subir cette oppression. Et ce n'est pas l'oppression que vous subissez, c'est la même. Mais non, ce n'est pas la même que vous avez dans le monde. Donc je reviens toujours au propos de Tariq Ramadan. Soyez universaliste. Soyez au diapason des causes des gens qui souffrent, mais pas simplement des choses que vous estimez être musulmanes. Et le troisième élément, effectivement, c'est le facteur géopolitique. Alors là, effectivement, c'est là où il y a des désaccords souvent avec les brigades internationales en Espagne pendant la guerre d'Espagne. Alors là, effectivement, c'est privilégié. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des éléments inintéressants là-dedans, qu'il n'y a pas, mais il ne faut pas privilégier ce point de vue. Il faut prendre, et à partir de là, ça détermine des politiques. Je réponds plus précisément à votre question. Ça détermine des politiques, ça demande de mobiliser des acteurs différents. Quand vous parlez de pathologie, vous n'allez pas apporter, par exemple, dire « Ah ben c'est un schizophrène, c'est un paranoïaque et tout ». Il faut que ce jugement soit porté, analysé, observé par un homme de l'art ou une femme de l'art. C'est un psychiatre ou un psychanalyste. Et voilà. Et donc chaque fois, vous devez avoir les gens qui sont vraiment les vrais experts qui peuvent juger de cette situation. Et les imams, bien sûr, les imams, les cadres religieux en général, qui sont des personnes essentielles pour comprendre, pour déconstruire effectivement ce discours religieux. Donc du coup, dans les solutions, c'est ça. Et ne pas privilégier effectivement un type d'analyse qui est celui de dire on a tel signal. Non, on n'a pas un signal. On peut avoir effectivement des éléments de compréhension, mais on n'aura jamais un signal clair et explicite qui va vous dire cette personne va être un futur terroriste ou un futur djihadiste. Vous n'avez pas de signal suffisamment fiable. Vous avez un ensemble, un faisceau d'éléments qui vous permet d'avancer, mais c'est tout. Alors justement, pour venir à ce que vous venez de dire, il y a des propositions qui dernièrement ont été prises par le ministère de l'Intérieur qui insistent sur la formation des imams et des aumôniers. Alors, après vous avoir écouté, notamment vous, monsieur Liogier, vous avez dit que ces personnes qui se font embrigader n'ont pas forcément de connaissance de l'islam. Peut-être qu'ils ne fréquentent même pas les mosquées. Alors moi, j'aimerais savoir si justement les solutions que le ministère de l'Intérieur veut apporter vont-elles être utiles de former les imams, les aumôniers pour avoir un discours envers des jeunes, mais peut-être un discours qui n'atteigneront pas les personnes concernées, qui se font embrigader. Monsieur Gassi, peut-être si vous voulez répondre. Effectivement, parmi toutes les propositions qui ont été faites par le ministère de l'Intérieur, ça tourne beaucoup autour de la formation des imams et la formation des aumôniers, qui sont des propositions très importantes. Je pense que la formation des imams, il faut absolument la faire. Nous avons besoin aujourd'hui, tout le monde le dit aujourd'hui, ce que nous disions des années, tout le monde le dit aujourd'hui. Toutes les fédérations, tous les responsables au niveau national le disent. Nous avons besoin que les imams soient formés en France, qu'ils aient une culture française, qu'ils connaissent les traditions françaises et surtout qu'ils parlent la langue de ce pays. Je pense que c'est évident. Et la formation des aumôniers aussi. Mais je pense que c'est très insuffisant parce qu'on ne parle pas des mêmes personnes, on parle des enfants, des adolescents et qui ne sont pas touchés forcément par la formation des imams. La formation des imams, elle est importante, elle est fondamentale, mais elle est insuffisante pour traiter la question qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Je voudrais, juste parmi les propositions justement pour aller dans ce sens, vous savez, les conséquences peuvent être dramatiques sur un jeune quand il a le sentiment qu'on ne le reçoit pas, qu'on le rejette ou qu'on le stigmatise. Et c'est peut-être dans ces moments difficiles où l'islam, comme toutes les autres religions, vous l'avez dit monsieur Legier tout à l'heure, l'islam peut-être, ou toute religion, peut lui donner une identité, peut peut-être lui donner une fierté, et ce sont ces moments de fragilité
je ne suis pas tout à fait d'accord avec. Il y a quelque part un processus de radicalisation. On vous entend dire c'est comme s'il n'y a pas du tout de processus de radicalisation. Il existe, hein. Il existe déjà qu'on passe directement. Parfois, il y a un processus. Hein. En tout cas, c'est pas à 100%, mais il y a des gens qui préparent. Dans ces moments de fragilité, dans ces moments d'extrême difficulté, ce sont ces gens-là, les manipulateurs de conscience, qui vont utiliser pour envahir leur vie, pour être présents dans leur vie, et qui vont les orienter comme ils le veulent, parce qu'ils deviennent des proies faciles. Ça, c'est des personnes qui existent véritablement. Et c'est pourquoi les solutions, pour aller très vite. Moi, je vais vous donner. Yard El Boubacar, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, a dit clairement que nous avions besoin du double de nombre de mosquées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on doit passer de 2500 à 5000 mosquées au niveau national. Je ne sais pas s'il le faut ou pas, mais en tout cas, peut-être pour nous, en tout cas, et c'est un responsable musulman qui le dit, la première chose que nous devrions faire aujourd'hui, c'est peut-être mettre de l'ordre dans les mosquées qui existent déjà. Vous savez, j'ai fait une étude, moi, sur le département du Rhône dans lequel je suis. Le département du Rhône, c'est 300 000 musulmans et une centaine de mosquées. Dans ces centaines de mosquées, il y a au moins une cinquantaine de mosquées qui disposent d'une école de langue arabe et d'éducation islamique. J'aime pas le mot école coranique, c'est l'école de langue arabe et d'éducation islamique. Si j'ai fait un petit calcul très simple, il y a 10 000 enfants dans le département du Rhône, entre 10 000 et 15 000, qui fréquentent régulièrement ces mosquées. 10 000 à 15 000. Si on fait une projection au niveau national, il y aurait entre 100 000 et 200 000 jeunes musulmans entre 6 ans et 14 ans qui fréquentent les mosquées toutes les semaines, 3 heures par semaine à peu près. Et le travail qu'il faut faire, il est ici. Parce que ces enfants, on va les perdre à partir de 14 ans, quand ils ont besoin qu'on chemine avec eux, qu'on réponde à leurs questions, c'est là qu'on les perd et qui sont happés justement par ces courants radicaux. Je pense que le travail qu'il faut faire, et c'est pourquoi je dis que c'est insuffisant ce que propose le ministère de l'Intérieur, parce que c'est de nos enfants dont il s'agit, des adolescents qui ont plus de 14 ans. Et pour les mosquées, c'est une autre responsabilité aussi, profiter de leur présence, parce que de 6 ans à 14 ans, ils restent quand même 8 ans dans une mosquée. Qu'est-ce qu'on leur inculque? Qu'est-ce qu'on leur propose? Qu'est-ce qu'on leur apprend? Et c'est là aussi que les musulmans, que le CFCM, que tous les responsables musulmans devraient faire un travail. Alors, il nous reste quelques 2 minutes pour conclure. J'aimerais me rediriger vers vous, Monsieur Godard, qui avez eu de l'expérience en politique. Est-ce que, pour trouver des solutions justement pour contrer tous ces phénomènes de radicalisation de ces jeunes qui partent au djihad, ne devrait-il pas y avoir un débat justement avec la politique et les organisations musulmanes françaises? On entend beaucoup aujourd'hui les représentants de l'État taper sur l'UOIF. Mais on se dit, l'UOIF qui chaque jour fait un travail pour justement essayer de raisonner ces jeunes à ne pas aller dans l'extrême, et derrière l'État qui vient discrédibiliser le discours de l'UOIF, quelle solution justement on pourrait apporter entre l'État et les organisations musulmanes en France? Oui, alors d'abord, c'est vrai qu'il ne faut pas tout attendre de l'État. Et il est évident que par rapport à cette problème multidimensionnelle, ça mobilise des gens qui ne sont pas forcément dans l'appareil d'État. Donc il faut vraiment que ce soit la société civile qui prenne en charge la question, qui définisse un certain nombre de règles, etc. Ensuite, l'État peut intervenir, hein, bien sûr, pour le financement, pour la coordination, pour un certain nombre de choses. Mais si ça ne va pas de la société civile, il est clair que l'État ne croyait pas qu'en matière de prévention de radicalisation, qu'il soit plus abouti que d'autres, etc. Et par rapport à des pays étrangers européens, c'est pas forcément le cas. Il est en train de découvrir toute cette question. Et c'est la société qui doit y répondre. Quant à effectivement un certain nombre d'organisations, moi je suis au contraire, qui pense que l'UOIF fait partie de ces organisations qui sont essentielles dans le tissu musulman pour, par exemple, les écoles confessionnelles, pour un certain nombre de questions qui sont présentes, qui sont effectivement... Alors peut-être, je ne dis pas que c'est l'État, hein, c'est les positions politiques pour certains hommes politiques. Bon, c'est déjà, ça limite un peu plus le champ, mais c'est important. Et en tout cas, c'est vrai que ces organisations musulmanes, elles
procèdent de la société civile. Et donc, du coup, effectivement, je pense qu'elles ont, avec justement le corps médical dont je parlais, avec des géopoliticiens, avec un certain nombre de gens, c'est sûr que ces équipes-là doivent se monter, c'est des sortes d'équipes qui doivent se monter, et ensuite dire à l'État, voilà, nous sommes là pour vous offrir un certain nombre de solutions, éventuellement, enfin des solutions, pour essayer d'aborder la question. Voilà. Alors, pour conclure, en 2 minutes avant de libérer nos techniciens, Monsieur Liogier, un mot pour conclure justement sur les solutions. Moi, je voudrais juste dire un petit mot sur la question de la formation des imams qui défraye la chronique ces derniers temps. Ça fait un moment qu'on en parle, mais je crois qu'il faut faire très attention aussi dans l'aiguillage de ce type de mesures. C'est-à-dire qu'il faut rendre cette formation désirable. Il ne faut pas qu'on soit dans un rapport de rééducation de gens qui sont considérés a priori comme suspects. Et c'est quand même ça qu'on ressent. Et les hommes n'entrent pas dans des logiques lorsqu'elles ne sont pas désirables. Il faut le rendre désirable. Et c'est pour ça que moi je milite pour une chose depuis plusieurs années, et il n'y a pas seulement moi, beaucoup d'autres militent pour ça, c'est pour la création d'une faculté de théologie islamique à Strasbourg. Parce que là, on serait dans une autre logique. Il y aurait une concurrence au diplôme et on sait que dans l'islam et chez les musulmans, le rapport à la connaissance, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça veut dire que cette faculté, elle pourrait rayonner dans l'espace français. Et à ce moment-là, les fameux DU multiples qu'on est en train de créer, eh bien, ils deviendraient désirables comme étant une première étape. Et comme en même temps, ça voudrait dire que ça serait pris en charge par les musulmans eux-mêmes, par des théologiens, par des gens à qui on ferait confiance et qui seraient universitaires. 3, ça veut dire qu'on serait dans un véritable dialogue interreligieux parce que ce serait l'étage en dessous, la faculté de théologie protestante, au-dessus la faculté de théologie catholique. Et 4, ça veut dire que cette fameuse réforme qu'on appelle de nos voeux, mais que certains voudraient produire de l'extérieur, là aussi de façon condescendante vis-à-vis de l'islam, eh bien peut-être que l'Europe et Strasbourg en particulier, pour être le lieu où ça se passe. Et là, il y aurait une inversion de ce qu'on voit aujourd'hui à l'échelle planétaire. Ça ne serait plus des gens qui voudraient aller ailleurs, à Lazare, etc., dans d'autres centres, pour se former, mais peut-être que ça pourrait être l'inverse, parce qu'il y aurait en Europe des spécificités. Mais pour ça, il faudrait sortir d'un rapport à l'islam qui est antisocial, dire c'est quelque chose de prestigieux, quelque chose de valorisant. Et on renverserait le sens même. Je crois. Bien. Merci Monsieur Loger. Effectivement, des centres de formation, il y en a qui sont proposés par l'UEIF. On remercie Monsieur Godard, Monsieur Liogier et Monsieur Gassi pour cette table ronde. Djihadisme, terrorisme, radicalisme, quelle analyse. Vous pouvez les remercier. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Mohamed. Merci à vous quatre pour cette table ronde. Nous arrivons donc à la fin de cette matinée d'intervention.